Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver en ce début de semaine. Soyez les bienvenus sur Monaco Info, voici les titres qui seront développés. Dans ce journal, la présentation du premier prototype à hydrogène extrême H baptisé Pioneer 25, avec à son bord le Prince Albert II, une présentation à l'occasion de l'ouverture de la 3e édition du Monaco Hydrogène Forum. Nous ouvrirons une page sport avec la cérémonie des World Athletics Awards qui se sont déroulées ce dimanche au théâtre Princesse Grace. La victoire en rugby à 7 à Dubaï des Monaco Impies lors de la finale du tableau secondaire de ce tournoi. Victoire également de la Roca Team à Bourg-en-Bresse et la défaite de la SMFC à Marseille. À l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées qui aura lieu demain, le gouvernement a dévoilé 2 dispositifs pour personnes à mobilité réduite installés dans plusieurs commerces de la rue Grimaldi. Notre invitée Julie Blanqui de la Direction du développement économique nous présentera les actions menées par le gouvernement pour dynamiser l'activité durant les fêtes de fin d'année dans les commerces de la Principauté. Sans oublier la réunion d'experts qui s'est tenue au musée océanographique pour parler de la préservation notamment des hippocampes, le salon de la gastronomie avec le concours Maestro Kids et le concert de dimanche à l'auditorium Régnier 3 avec Gauthier Capuçon. Vous l'avez peut-être vu passer dans les rues de Monaco, un bolide vert qui carbure à l'hydrogène a enflammé l'asphalte de la Principauté. À son bord, le Prince Albert II. Alors pourquoi cet événement et quelle est la particularité de ce véhicule? Les éléments de réponse avec Christine Petit-Homel sur des images d'Alexandra Marangoni. Après avoir conclu un accord avec la FIA, en 2025 se tiendra une course révolutionnaire, l'Extreme H, le premier championnat du monde de course tout-terrain à hydrogène. Dans le cadre de son lancement, le premier prototype a été présenté ce matin sur la place du Palais au Prince Souverain, un bolide impressionnant, son nom Pioneer 25, un monoplace qui fonctionne à l'hydrogène, une première d'Extreme H. C'est une plateforme, un laboratoire pour développer les technologies hydrogène pour les voitures, d'abord de course, pour après les développer sur les voitures de tous les jours. Je pense que le futur, ça va être un mix de différentes solutions. Moi, je suis aussi le fondateur de Formula E, le championnat de voitures électriques de batterie. Moi, je pense que la batterie, les voitures électriques auront une grande partie du futur. Toujours les fossil fuels, la combustion de la gasoline, devra jouer un rôle encore pour pas mal d'années. Mais l'hydrogène, ça peut aussi devenir une partie d'une mix, d'un ensemble de différentes solutions pour faire une mobilité plus propre. It's very exciting to be here in Monaco. We're launching the brand new Extreme H Pioneer 25 racing car, which is one of the world's first hydrogen-powered racing cars. I think in motorsport, the fastest way to encourage progress in the technology is in competition. Everybody wants to be competitive, so there's developments all the time. So with a series like this, I think we will see the hydrogen technology increase a lot in the next few years, and I think that transition will come into customer road cars also. Après avoir rencontré les équipes d'Extreme H et après avoir échangé avec la jeune pilote britannique Cathy Munnings, le Prince Souverain a donc pris le volant de ce monoplace, direction l'hôtel Hermitage, où se tiendra durant 2 jours un forum qui réunit les principaux dirigeants mondiaux engagés à placer l'hydrogène propre au cœur des stratégies de transition énergétique dans la mobilité et le transport. Mais avant que le souverain n'ouvre officiellement cette conférence, nous avons recueilli ses impressions en tant que pilote privilégié. C'est des belles sensations en fait. C'est vrai que c'est un véhicule très large, très imposant, très lourd, mais on ne le sent pas au fur et à mesure d'une accélération progressive. Bien sûr, il y a des sensations qui sont tout à fait celles d'un véhicule beaucoup plus léger. Bon, il y a ce petit son que l'on retrouve dans les véhicules électriques ou hybrides ou à hydrogène, et donc mais c'est agréable à conduire. Mais bon, ce qui est le plus dur, c'est de rentrer, de sortir du véhicule, ça je peux vous le dire. Alors est-ce que vous pensez qu'il peut concurrencer d'autres véhicules de ce type? Mais écoutez, là c'est vraiment fait pour des situations extrêmes, pour des rallyes hors piste, si vous voulez. Donc c'est pour une utilisation très très spécifique. Mais je crois beaucoup en l'avenir de véhicules à hydrogène. Ça doit faire partie si vous voulez, des solutions
que ce soit des véhicules électriques, hybrides ou hydrogène, il faut que ça fasse partie de la solution de la mobilité propre pour demain. L'objectif d'Extreme H, rejoindre en 2026 le catalogue des 7 championnats du monde de la FIA, car l'utilisation de sources d'énergie durable dans le sport automobile est de plus en plus prisée et l'hydrogène est un élément important de ce dispositif. On ouvre une page sport. Une semaine après les World Rugby Awards, Monaco a célébré cette fois l'athlétisme mondial et ça s'est déroulé dimanche au Théâtre Princesse Grace, la cérémonie des World Athletic Awards, un événement récompensant les sportifs qui ont marqué l'année 2024 de par leur performance et leur attitude exemplaire. Gaëtan Lebrun et Hugo Comassa. Les plus grandes stars de l'athlétisme mondial étaient présentes en principauté hier, à l'occasion de la cérémonie des World Athletic Awards qui récompense chaque année les meilleurs athlètes du monde. 9 trophées ont été remis cette année, certains élus grâce au vote des membres du conseil de World Athletics et d'autres grâce au vote du public. La soirée a débuté en récompensant la révélation de l'année 2024 et dans cette catégorie, c'est l'athlète italien de 19 ans Mattia Furlani qui a remporté le trophée pour son incroyable parcours au JO de Paris, le conduisant jusqu'à la médaille de bronze du saut en longueur. It's crazy for me because it's a trophy for this hard work season. I love it. Really, I dream it this year every day with my works, with my coach, and stay here and now winning this trophy is absolutely amazing for me. Le clou du spectacle était évidemment le trophée récompensant le meilleur athlète et la meilleure athlète de l'année 2024. Dans cette catégorie, tous les athlètes présents étaient nominés et le trophée a été remis à Sifan Hassan, spécialiste des courses de demi-fond, médaillé d'or lors du marathon de Paris, et à Letsile Tebogo, lui aussi champion olympique à Paris, où il a remporté le 200 mètres sprint. It's really great because this past year the athlete become really popular, very strong, and to win here, especially the overall, is crazy because everybody is like very strong and very tough. People break it so much better. They break a world record. Like especially Olympic year, you know, everybody is improving so much. And for me, it was like it's so great honor to win this award, and I'm so grateful for that. It means a lot to me to win the trophy. It shows the support that the fans are giving out there. It's really amazing to know that the fans are always behind our backs. You know, it means that it's going to be another great year for 2025 because you cannot disappoint the fans. The Olympic Games did really change my life because I came in, nobody thought that an African person can medal. So I showed people that anything is possible to do during the big games. On reste dans le sport avec du rugby à 7. À Dubaï, les Monaco Impies ont remporté la finale de bowl du tournoi international Invitation de l'Emirates Dubai 7, comprenait la finale du tableau secondaire. Une victoire acquise face à l'Ukraine 26-10 après un parcours honorable dans cette compétition qui réunissait de grandes équipes, dont des équipes réserves internationales. Le reportage sur place d'Émilie Rousseau et Sylvain Péroumal. Ils sont de retour à Dubaï. Les Monaco Impies ont retrouvé les terrains de l'Emirates Dubai Sevens ce week-end. Un rendez-vous qu'ils affectionnent particulièrement et qui a été couronné d'un succès l'an dernier au tournoi international Open. Cette année, l'équipe évoluait au cran supérieur, à l'international Invitation. Le niveau des adversaires cette année des équipes réserves internationales pour certaines a rendu la tâche difficile. Après une première victoire importante sous le regard du prince Albert II, puis 2 défaites en match de poule, l'équipe monégasque est reversée en bowl. Une déception pour les monégasques qui voyaient plus grand, mais qui auront su réagir et montrer tout leur potentiel pour finalement décrocher une nouvelle coupe. On est un petit peu déçus, évidemment. L'objectif, c'était de se qualifier en quart de finale. Et en battant les Froggies au premier match, on pensait pouvoir y accéder. Malheureusement, pour une transformation ratée en face des poteaux, on ne passe pas. Je pense qu'on aurait dû se qualifier en quart de finale. Après, aller plus loin, franchement, c'est compliqué. On a vraiment les meilleures équipes du monde. Le niveau est fou. Donc on a été reversé en bowl. On a essayé de se remobiliser ce matin. On a gagné la bowl avec un niveau de jeu qui était largement inférieur au premier match. On s'est remis en question hier soir et aujourd'hui, je pense qu'on a trouvé l'équipe qui pouvait gagner, potentiellement gagner ce tournoi. Donc pour moi, juste content qu'on a enfin trouvé notre potentiel qu'on avait depuis le début. Le bowl
win's a win. Pour cette compétition, l'entraîneur Nicolas Bonnet avait fait confiance une nouvelle fois aux joueurs cadres, ceux qui ont participé au succès des Monaco Impies en 2023, mais aussi au printemps dernier au Egg Chasers Sevens, une équipe qui a des valeurs et qui s'appuie sur des internationaux de rugby à 7 et des joueurs monégasques, à l'image d'Archie Russell. Yeah, very special. Myself and Tolo, the two kind of guys that are living and playing in Monaco. Very special, yes. My first time for the Impies, so it was great. Cette année, la Fédération monégasque de rugby, grâce au soutien de la Fondation Princesse Charlène de Monaco, avait envoyé 3 équipes à Dubaï. Les Monaco Impies, les Monaco Impies Développement, dont l'aventure s'est arrêtée aux portes des demi-finales du tournoi international social, et une équipe de moins de 16 ans venue s'aguerrir aux côtés de leurs aînés. We put together a beautiful team, amazing team. And with us under 16s, I hope they took all that knowledge in and they'll use it for the future. And then hopefully one day they'll become an Impies player. Fin de saison pour les Impies à Dubaï et ils reviendront avec le plein d'ambition en 2025 avec toujours cet objectif de faire briller les couleurs de Monaco et du rugby monégasque à l'international. Et à noter que l'Emirates Dubai 7 marque également le coup d'envoi de la nouvelle saison du circuit mondial HSBC 7 Series. La France, championne olympique en titre, faisait son grand retour sur les terrains. Antoine Zegdar et ses coéquipiers ont terminé 5e après leur succès face à l'Afrique du Sud. Le reste de l'actualité sportive en bref, en foot, la 3e défaite consécutive de la SMFC, toute compétition confondue face aux Marseillais dimanche soir. 2-1. Monaco n'est plus le dauphin du PSG, se retrouve 3e, à égalité de points quand même, avec l'OM qui prend la 2e place du championnat. Prochaine rencontre samedi 17h, Monaco reçoit Toulouse pour la 14e journée de Ligue 1. Un week-end qui a mieux réussi à la Roca Team. Monaco se déplaçait dimanche également à Bourg-en-Bresse et s'est imposé 109-94. Les basketteurs qui vont avoir une semaine chargée, ils vont quitter le championnat de France pour retrouver l'Euroleague et 2 réceptions. Tout d'abord ce mercredi face à l'Olympiakos et ensuite vendredi contre l'Alba Berlin. De la voile pour refermer cette page sport. Tout au long de ce week-end, une 60aine de participants, qu'ils soient régatiers, confirmés ou passionnés, valides ou en situation de handicap, ils se sont retrouvés sur le plan d'eau monégasque pour la 2e édition du Navicap Challenge, une épreuve organisée par le Yacht Club en amont de la Journée internationale des personnes handicapées, célébrée chaque année le 3 décembre. Cette 2e édition a réuni des équipages venant d'Angleterre, de France, d'Italie, de Suisse, de Belgique et de Monaco. Ils se sont affrontés durant 3 jours sur des Hansa 303, des voiliers spécialement conçus pour être accessibles à tous. Et puisque l'on parle de la Journée internationale des personnes handicapées qui aura lieu demain, le gouvernement a dévoilé 2 dispositifs PMR ce matin, installés dans plusieurs commerces de la rue Grimaldi, une manière pour Monaco de faciliter la vie de tous et de montrer l'exemple en termes d'inclusion, un sujet de Sarah Inkari et Lionel Bernardi. Une rampe et un amplificateur de voix, voilà les 2 dispositifs mis en place ces derniers jours dans 5 boutiques de la rue Grimaldi et la pharmacie Ferry située dans la même rue. On a pas mal de patients qui sont malentendants, donc on l'a déjà testé sur une personne. C'est beaucoup plus facile à communiquer. Nous n'avons plus besoin de crier pour se faire entendre et donc c'est plus agréable. En effet, cet appareil se connecte aux prothèses auditives des clients pour amplifier la voix du vendeur. Les clients sans prothèse, eux, peuvent utiliser ce module avec fil. Et pour les personnes à mobilité réduite, cette rampe a été fournie aux commerçants qui la déploient en fonction des besoins. Ils sont alertés grâce à cette sonnette. Le dispositif a été installé vendredi et nous sommes ravis. Et cela a été très important pour nous parce qu'en fait, nous avions déjà des personnes qui habitent à proximité et qui sont en chaise roulante et qui sont clientes dans nos boutiques. En plus, nous avons des cabines PMR qui sont déjà aussi proposées et installées pour nos clientes qui en ont besoin. Et nous essayons de faire le maximum pour que ce soit le plus confortable possible pour ces clientes qui ont besoin aussi de faire du shopping comme tout le monde. Des installations nécessaires qui transforment la vie des personnes en situation de handicap et participent à l'inclusion. Oui, c'est quelque chose qui est attendu de la part de l'ensemble des personnes qui sont en situation de handicap, qui touche beaucoup de gens, des handicaps qu'on connaît depuis longtemps, ou alors des handicaps dus à la vieillesse. Et
ça touche une énorme partie de la population. Je crois qu'on a usage de dire que Monaco est un modèle économique et social. L'aspect social, c'est aussi cette inclusion. Beaucoup de choses sont faites pour les personnes handicapées. L'an dernier était présente lors d'Handipact Madame Sophie Cluzel, qui était impressionnée de ce qui existait déjà en principauté. Pour autant, on a envie d'aller toujours plus avant, de faire mieux et d'avoir un modèle de principauté en ce qui concerne cette problématique de la personne handicapée. Si aujourd'hui quelques commerces pilotes ont participé à l'opération, l'idée est d'en fédérer un maximum. L'édition 2024 de Handipact, qui a lieu demain, permettra sûrement de convaincre les derniers indécis. Sans transition, recevons notre invité du jour en ce début décembre. Que fait le gouvernement pour dynamiser les commerces de la principauté ? Comment faire acheter à Monaco et non pas ailleurs ? Pour répondre à ces questions, nous sommes avec Julie Blanqui de la Direction du développement économique. Julie, bonsoir. Bonsoir. On va parler ensemble des commerces pendant les fêtes de fin d'année. Que fait le gouvernement tout simplement pour dynamiser ce commerce-là ? Chaque année, le gouvernement soutient financièrement les commerçants de la principauté, l'Union des commerçants et artisans de Monaco, dans leur organisation d'animation pour les fêtes de fin d'année. Donc il les soutient financièrement, il les soutient également dans la réalisation et la conception de leur animation. C'est ce que fait particulièrement la division du promotion du commerce et de l'industrie dont je fais partie au sein de la direction du développement économique. Et cette année, vous retrouverez des animations dans l'ensemble des quartiers commerçants, à savoir donc Monaco-Ville, la Condamine, le Larvoto, le boulevard des Moulins et le centre commercial de Fontvieille. Et quelles seront justement les actions menées en décembre dans ces quartiers ? Donc il y aura de la déambulation avec des artistes comme le Père Noël, les lutins au sein des quartiers, tout au long du mois de décembre et début janvier, avec des animations pour les enfants. Et vous retrouverez également un carrousel sur l'esplanade supérieure du Larvoto, du côté du Grimaldi Forum, avec le chalet de Noël et la boîte aux lettres du Père Noël pour que les enfants puissent déposer leurs lettres au Père Noël avant le 24 décembre. Parmi les événements à venir, il y a le 12 décembre avec le quartier de la Condamine. Qu'est-ce qui va se passer ? Exactement, les commerçants du quartier de la Condamine se sont mobilisés pour offrir aux visiteurs un moment exceptionnel où des offres exceptionnelles seront proposées dans les boutiques et restaurants partenaires avec un apéritif dans tous les restaurants pour qu'il y ait une soirée donc, de 17h à 20h chaleureuse, conviviale et festive. Et pourquoi vouloir dynamiser l'économie des commerçants en cette période-là, sachant que c'est une période qui est déjà propice ? Les commerçants de Monaco ont besoin de ce dynamisme ? Oui, complètement. Ils en ont besoin puisque, vous le savez, la concurrence dans les communes limitrophes est présente et les commerçants ont besoin d'attirer la clientèle résidente et la clientèle des communes limitrophes et de proposer un moment agréable aux visiteurs en proposant justement ces animations. Et puis il ne faut pas oublier aussi l'application Carlo, qui est un véritable boom pour les commerçants monégasques aussi en cette période. Oui, d'autant plus qu'il y a des primes de fin d'année qui ont été versées donc, aux fonctionnaires, agents de l'État et retraités au 1er décembre de cette année, qui pourront utiliser donc, jusqu'au 31 mars 2025. J'en profite pour le rappeler. Il y a également des bons cadeaux qui ont été versés dans les entreprises privées qui se sont associées au dispositif Carlo. Donc, ça fait énormément de personnes qui ont des bons cadeaux Carlo à dépenser. Et même en dehors de ça, toutes personnes qui n'ont pas de bons cadeaux pourront bénéficier donc de cashback que l'application propose dans les commerces partenaires qui sont au nombre de 670 aujourd'hui. Et pour finir, il y a un site internet, il y a un endroit où on peut aller avec son téléphone, sa tablette, son ordinateur pour connaître les animations peut-être et toutes les activités proposées par les commerçants et le gouvernement ? Alors, les informations sont disponibles sur le site monservicepublic.gouv.mc dans l'onglet Actualité ou sur l'application UR Monaco. C'est parfait. Julie Blanqui, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. À la demande du gouvernement, près d'une cinquantaine d'experts se sont réunis en principauté pour parler de la préservation de certaines espèces vivantes dans les fonds marins. C'est au musée océanographique, tout naturellement, qu'ils se sont réunis pour chercher des solutions à la sauvegarde de ces espèces menacées. Alors, quelles sont ces solutions ? La réponse avec Chrisinda Petit-Homel. Qui n'aime pas les hippocampes, souvent associés à nos doux souvenirs d'enfance? Cette espèce marine est pourtant aujourd'hui menacée, tout comme son cousin, le dragon des mers. 42 experts venus de 23 pays se sont donc réunis en principauté pour discuter de cette problématique et tenter de trouver ensemble des solutions.
Nous avons des animaux tout à fait iconiques, c'est-à-dire les hippocampes. Il y a personne qui ne s'intéresse pas aux hippocampes. Chez les hippocampes, ce sont les mâles qui deviennent enceints. Alors, il faut absolument qu'on les sauvegarde, il faut qu'on ait toujours les hippocampes dans la mer. Et évidemment aussi le parent des aiguilles de mer et les merveilleuses dragons de mer. Petit mais très particulier de par son anatomie et sa façon de nager, l'hippocampe sera en voie de disparition dans les années à venir si rien ne change. Car entre les changements climatiques, les plastiques et la surpêche, ce petit animal est en grand danger. Malheureusement, on estime encore que 20 millions d'entre eux sont pêchés chaque année. Les hippocampes qui vivent en mer côtière sont menacés surtout par les pêches comme les chalutiers qui ne sont pas sélectifs de tout, qui prennent tout ce qu'il y a dans leur pas. Alors, les chalutiers, ils sont vraiment une pression énorme sur les hippocampes, les aiguilles de mer. Et puis, les espèces qui habitent plus près dans les estuaires, dans les lagunes, ils sont menacés partout par la destruction de leurs habitats et de l'utilisation et plusieurs problèmes qui montrent un manque d'intérêt au bien-être des lagunes et des estuaires. 4 jours donc durant lesquels les plus grands experts mondiaux se réuniront autour de tables rondes au musée océanographique pour évoquer les menaces qui planent sur les hippocampes, mais aussi sur les dragons de mer et les aiguilles de mer, et pour tenter de trouver des solutions afin de protéger ces 3 espèces marines fortement menacées à l'heure actuelle. Vous y avez peut-être fait un tour ce week-end. Et bien pour cette dernière journée du Salon de la gastronomie sous le chapiteau, ce sont les enfants qui ont mis la main à la pâte avec l'habituel concours du Maestro Kids. Sur près de 200 recettes envoyées, 17 ont été sélectionnées et parmi ces 17 recettes, 9 petits chefs sont venus cuisiner sous les yeux du public. Un concours ouvert à tous les élèves de la Principauté. Et c'était ce matin. Regardez ce reportage d'Alban Gingembre et Jean-Alexandre Dordet. Ils ont séduit les chefs par leurs recettes. C'est à présent sous le regard aiguisé du jury que les enfants préparent leurs muffins. On a un jury dégustation qui prenne en compte la présentation, qui prenne en compte le goût et qui prenne en compte aussi l'explication. C'est un muffin sans gluten et sans lactose. Il y a des fraises parce que j'aime la fraise. Moi j'aime bien cuisiner et j'ai décidé que ça serait une bonne opportunité. Chaque participant est accompagné par un chef pour l'épauler dans sa préparation. La thématique de cette année, muffins sucrés ou salés. On garde quand même dans l'esprit de faire une recette qui soit facile d'exécution parce qu'ils viennent devant le public faire. Il y a des très très belles réalisations. On a les muffins aux carottes. Il y en a un qui nous a bien plu, c'est muffin gas. On a le muffin héritage. En fait, on a mélangé plusieurs ingrédients de notre famille, espagnole et corse. Et n'éteignez pas vos fourneaux car on connaît déjà la thématique pour l'année prochaine, le pain perdu. Vous pouvez donc d'ores et déjà élaborer votre création. C'est un concert des grands jours ce dimanche avec un auditorium Régnier 3 archi-comble pour applaudir le très populaire violoncelliste Gauthier Capuçon et le chef d'orchestre Charles Dutoit. Reportage de José Sacré et Lionel Bernardi. Dimanche 1er décembre, dans un auditorium Régnier 3 archi-comble, Gauthier Capuçon a interprété le sublime concerto pour violoncelle d'Anton Dvorak. C'est le plus grand des concertos pour violoncelle et orchestre. C'est effectivement sans doute l'œuvre toute confondue que j'ai le plus souvent interprétée. Mais chaque fois, c'est différent parce que tout d'abord, l'orchestre est différent, le chef est différent. Donc vous avez ces trois entités qui ne font qu'un pendant le concert, mais on s'inspire les uns les autres. C'est une vision à chaque fois un peu renouvelée. Et puis le public aussi joue une immense partie dans un concert puisque, encore une fois, on partage ses émotions, mais on ressent toute l'énergie d'un public. Le public nous porte aussi, nous donne des ailes parfois, c'est ça qui est extraordinaire. Vous savez que vous faites le plus beau métier du monde, vous donnez du plaisir aux gens. Oui, je sais, j'en ai conscience et je réalise tous les jours le privilège qu'on a
de pouvoir nous exprimer en musique, parce que c'était un véritable privilège, et puis de pouvoir partager aussi toutes ces émotions. On est des passeurs, on transmet bien sûr la musique que ces grands génies ont composée, parfois des siècles auparavant. Mais voilà, c'est un immense privilège de partager, puis là, lors d'un concert, de faire ce voyage musical ensemble. Quels sont vos projets? Il y en a un qui arrive bientôt, là, avec votre frère. Ah oui, la réouverture de la cathédrale Notre-Dame, c'est évidemment un immense honneur d'y participer. C'est historique, bien sûr, d'être tous rassemblés par la musique pour cette renaissance, entre guillemets, de la cathédrale. Je pense que ça va être un moment très, très émouvant. En deuxième partie de concert, le déjà légendaire chef Charles Dutoit a dirigé l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo dans la valse de Ravel et Petrouchka de Stravinsky. En bref, vous avez peut-être vu le Palais Princier ainsi que certaines autres institutions illuminées de rouge dimanche soir, une façon de marquer notre solidarité à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. Quel temps va-t-il faire en ce début du mois de décembre? La réponse avec Christina Thomel. Bonsoir Christina. Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. Et bien demain, la carte météo se partagera entre le gris et le bleu. Des nuages le matin, du soleil l'après-midi, des températures comprises entre 10 et 14 degrés. Et puis sinon, demain, nous fêterons les François Xavier. Merci Christina. On se quitte avec les photos de fin de journal consacrées aujourd'hui au Challenge Albert II, une compétition d'aviron qui s'est déroulée ce week-end sur le littoral monégasque avec une remise des prix en présence du souverain et du ministre d'État. Ce sont des photos de Manuel Vitali. On se retrouve mardi à 19h pour une nouvelle édition. Merci à tous pour votre fidélité. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur Monaco Info. Au revoir.